qui fédère une vingtaine de chercheurs dans une action transversale d'un projet qui s'appelle MOVE, projet qui étudie les transformations des systèmes d'élevage dans les territoires et les filières. Et donc, plusieurs de ces chercheurs qui participent à cette réflexion sont dans la salle, dont Guillaume qui a fait la présentation précédente. Nous sommes partis d'un constat. Il y a un contexte de globalisation. Et il y a des dynamiques laitières très rapides dans les territoires. Et nous sommes partis de l'hypothèse qui est qu'il y a des interactions très fortes entre les stratégies de laiterie, les dynamiques des filières, les transformations dans les systèmes d'élevage et les transformations dans les territoires comme les attributs des territoires. Alors ça fait beaucoup de choses. Et donc comment, en partant de cette hypothèse, arriver à comprendre les dynamiques en intégrant ces interactions entre filières, systèmes d'élevage, territoires, comment identifier les facteurs de changement, ce qui pèse sur ces transformations, et comment profiter d'une diversité de terrains, puisqu'on étudie des bassins laitiers dans différents pays du monde, pour, à partir d'analyses croisées, comprendre plus que ce qu'on comprend sur notre propre terrain. Et donc, on a fait on travaille dans des tout petits bassins laitiers dans le monde qui changent parce qu'on l'a dit, il y a un processus de globalisation. Ben, le prix des aliments, il augmente. Et ce n'est pas forcément lié au bassin dans lequel on travaille, c'est peut-être parce que le prix du soja augmente à des milliers de kilomètres de là. Il y a une évolution de la consommation. Dans plusieurs pays, la consommation, les critères de qualité saine des aliments, de proximité, de peu d'impact sur l'environnement deviennent importants pour les consommateurs. Donc il y a une évolution de la consommation, Bernard Faye en parlait là dans sa question. Il y a aussi une augmentation extrêmement importante des demandes urbaines et un accroissement de pôles urbains très importants qui sont disjoints des lieux de consommation. Et donc il y a une dynamique dans les pays, avec d'une part un redéploiement des grands systèmes industriels et des firmes, et en même temps, à l'échelle locale, une évolution des consommations de proximité, et on revient sur ce que disait Guillaume. Et donc, ça fait beaucoup de choses, comprendre tout ça, comprendre les interactions filières, territoire, système d'élevage, et on n'a pas de méthode, nous, mais je pense que vous n'en avez pas non plus, et personne ne sait faire ça. L'économie, enfin, on sait rentrer dans les filières, on sait rentrer dans les territoires, mais prendre les trois à la fois et dans le mouvement, on ne sait pas faire. Donc on ne sait pas faire, on s'est dit, ben, allons-y, on va essayer de construire ensemble. Et pour construire ensemble, on a pris une entrée très pragmatique, c'est-à-dire regarder ce qui se passe dans des tout petits territoires. Alors un premier territoire est celui qui est suivi par l'équipe qui travaille au Brésil. Je crois qu'ils sont pas dans la salle. C'est un petit territoire autour d'une ville qui s'appelle Brasil Novo et qui est perdu le long de la tronche amazonienne. Et c'est un petit bassin enclavé, donc avec des pistes et pas d'accès pour la grande industrie. Le deuxième bassin, et là il y a Hermès, voilà, qui le représente, est en Uruguay, au nord-ouest de l'Uruguay. C'est le bassin de Salto. C'est aussi un tout petit bassin qui a été créé de novo dans les années 60. Le troisième bassin, le bassin dans lequel travaille Christian, c'est le bassin sur la basse vallée du fleuve Sénégal. Le troisième bassin est le quatrième est celui sur lequel travaille Guillaume, Jean-Daniel Césaro qui est là aussi, et peut-être d'autres personnes qui sont dans la salle, et le bassin de Havi dans la province de Hanoï, au nord de Hanoï. Et en France, nous travaillons dans trois petits bassins qui sont dans des massifs montagneux ou méditerranéens, on va qualifier de difficiles. Le bassin, dans la zone des Cévennes, qui est en zone méditerranéenne en France, dans le Vercors, c'est une zone de montagne dans les Alpes,
Et dans le Livradois-Forez, ce sont deux bassins semi-montagneux dans le Massif central. Et donc la démarche qu'on a suivie repose sur 4 points forts. Premièrement, on rentre par un bassin laitier. Deuxièmement, on essaye d'avoir une approche systémique. Troisième, en voyant comme un système les interactions filière, système d'élevage, territoire. Quatrièmement, comme on ne sait pas faire, on va essayer de reconstruire une histoire pour comprendre des processus à l'œuvre dans les bassins laitiers. Et cinquièmement, on va faire des analyses, des itérations entre ce qu'on comprend sur un bassin et ce qu'on peut comprendre en croisant l'intelligibilité qu'on a sur chaque bassin. Alors, je vais reprendre ces points un par un. Rentrer par un bassin laitier. Un bassin laitier, c'est quoi pour nous? D'abord, c'est un petit bassin laitier, c'est pas à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle d'une petite zone. C'est un espace géographique, physique. Il y a des routes, il y a des villes où il n'y a pas de villes, où il n'y a pas de grosses routes. Il y a des plaines, il y a des montagnes, il y a des zones cultivables où il n'y en a pas. Donc c'est un espace qu'on peut caractériser. C'est aussi un lieu où il y a un ensemble d'acteurs qui ont leurs activités propres, leurs projets, et qui sont ou qui ne sont pas en interaction. C'est aussi, et à ce bassin, on peut mettre des limites. Et mettre une limite, c'est pas pour dire le bassin s'arrête là, mais c'est simplement parce que si on met la limite là, et il faut l'argumenter, c'est que ça nous permet de voir quelles sont les relations entre l'intérieur et l'extérieur. Et la limite peut bouger si on a envie de se poser notre question d'ailleurs. Enfin, je précise que le bassin laitier n'est pas pour nous un bassin de collecte d'une laiterie. Il peut y avoir dans un bassin laitier plusieurs bassins de collecte. Et donc la première étape de la démarche est de dire, on va essayer de comprendre quels sont les acteurs, donc d'avoir une analyse descriptive du bassin et fonctionnelle du bassin, quelles sont les relations entre les acteurs. Y a-t-il des liens ou pas entre les petites laiteries et la grosse industrie? Et donc, le deuxième point, c'est d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en interrelation des éléments sur la filière, et en particulier la mise en marché. Alors on a mis statut, mais le statut, ça peut être coopératif ou privé, mais c'est aussi, est-ce que c'est une grosse laiterie ou une petite, la taille de la laiterie, etc. Ce sont des éléments sur les types de produits, est-ce que ce sont des produits locaux, des produits génériques, sur les circuits, est-ce que ce sont des circuits de proximité ou pas, sur les volumes, etc. Au niveau des systèmes d'exploitation, c'est caractériser un petit peu, quels sont les types de ressources, la conduite du troupeau, la taille de l'exploitation et du système d'élevage, etc. Au niveau du territoire, eh c'est ce que je vous disais tout à l'heure, caractériser les éléments physiques, mais au-delà, caractériser ce qui fait sens. Est-ce qu'il y a une culture locale, est-ce qu'il y a une habitude, une tradition du lait ou pas? Est-ce qu'il y a des infrastructures, etc. Donc, dans chaque bassin, on essaye de caractériser cela. Alors comment le troisième point, j'ai mis 3. Oui, le troisième point de la méthode est d'avoir une lecture diachronique, de reconstruire les trajectoires. Alors pour ça, on est parti de façon très pragmatique, c'est-à-dire qu'on va reconstruire une histoire, des chroniques, sur les changements qui ont affecté les laiteries, et les laiteries c'est toutes, ça peut être les mini comme les grosses, sur les 3 points dont je vous parlais tout à l'heure. Les systèmes d'élevage et les territoires, et puis essayer de voir ce qui est en haut, politique publique, événements, les éléments divers qui ont pu affecter ces changements. Alors comment on fait ça? En parlant avec des gens, avec des entretiens compréhensifs, en parlant avec des gens qui ont connu l'histoire, en recherchant dans les documents, bref, par toutes les sources qu'on peut trouver. Et alors cette histoire, c'est un ensemble de faits et d'événements que nous interprétons en essayant d'identifier des périodes qui ont une cohérence entre elles. Et quand vous essayez de faire ça, en ayant le temps long c'est entre 50 et 100 ans souvent nos chroniques, quand vous essayez de faire ça, vous vous dites, mais à tel moment, la cohérence n'est plus la même, ça a changé. Donc finalement, votre chronique, vous la découpez en un certain nombre de séquences, et puis vous expliquez ces séquences par les événements, un ensemble d'événements. Et donc, concrètement, vous reconstituez une trajectoire
et vous pouvez comprendre un processus et des reconfigurations et les facteurs qui ont pesé dessus. Donc voilà comment on a essayé de faire dans tous les bassins laitiers. Alors un exemple, je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est sur un bassin laitier en France, de périodes là où il y a des petites laiteries dans tout le bassin, et puis des fusions, c'est le trait orange entre ces petites laiteries, et une laiterie qui a grossi, qui est devenue une laiterie un peu industrielle. Puis dans une autre période, les petites laiteries ont disparu, reste la laiterie industrielle, mais il y a des petites laiteries dans une niche laitière avec une culture laitière très forte qui se sont maintenues. Et troisième période, actuellement, on observe trois types on va dire, de modèles, je ne sais pas si c'est modèle le mot, mais en tout cas de systèmes, autour de laiterie industrielle, autour de niches laitières, et les triangles, c'est autour de dynamiques locales très fortes de proximité, où il y a à la fois des demandes des consommateurs locaux, des producteurs fermiers qui apportent les fromages, des petites laiteries qui livrent aux consommateurs locaux. Alors quand je parle de mini-laiteries, on est en France, mais c'est des laiteries entre 3 et 10 qui sont livrées entre 3 et 10 producteurs. Donc c'est bien une taille comparable à ce dont vous parlez pour d'autres régions du monde. Et donc à partir de ces histoires, la question qu'on peut se poser, c'est de décrire quelles sont les formes d'interaction entre ces dynamiques de proximité, les triangles, les dynamiques laitières artisanales, les dynamiques laitières industrielles. Et où est-ce qu'elles sont dans le territoire? Est-ce qu'elles sont partout? Est-ce qu'elles sont à côté? Est-ce qu'elles sont exclues, pour reprendre de certaines zones? Où est-ce qu'elles sont dans le territoire? Et comment ça évolue avec le temps? Alors là, je rentre dans la comparaison des itinéraires d'évolution que l'on a fait en comparant les trajectoires des 7 bassins laitiers. Alors je vous dis tout de suite, c'est une réflexion, une analyse qui est toujours en cours, donc elle n'est pas forcément aboutie, vous allez sans doute vous en apercevoir. Mais... Alors, on peut, dans nos territoires, si on regarde nos territoires et qu'on essaye de les classer, on s'aperçoit qu'il y a des territoires dans lesquels il n'y a aujourd'hui que des formes artisanales, soit des mini-laiteries, soit des élevages fermiers, avec un écoulement local de proximité majoritaire, même s'il peut y avoir quelques livraisons dans des villes hors bassin. Des bassins, le bassin en jaune en haut, où il y a au contraire dans le territoire uniquement des formes agro-industrielles, et des bassins dans lesquels il y a aujourd'hui dans le territoire à la fois des formes agro-industrielles, à la fois des mini-laiteries et à la fois des dynamiques de proximité très fortes. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de comprendre les itinéraires qui ont mené les chemins. Par quel chemin on est arrivé aujourd'hui à ça? Et on a pu ici donc classer sur cette grille-là nos différents bassins, avec le bassin de l'Uruguay en haut, oui, dans les bassins industrialisés, le Vietnam, alors oui, non, c'est un peu haut en fait, on peut descendre par là, le Sénégal, les bassins en France, Brésil Novo, qui est un bassin où il y a actuellement uniquement des formes territorialisées, et le bassin des Cévennes. Alors je vais reprendre ces itinéraires, ces chemins, 3 types de chemins pour arriver là. Donc un premier chemin qu'on a appelé un itinéraire centré, orienté sur l'exportation et l'agro-industrie. Alors comment, et si on regarde sur le temps long, c'est entre 1960 et maintenant à peu près. Il y a une première période dans lequel il y a eu autour d'une ville, donc c'est un bassin, quelque chose qui est important, c'est un bassin qui est enclavé, qui n'est pas en lien facile avec d'autres zones.
il y a eu une volonté, une politique publique, c'est le PP là-haut, d'installer des petites laiteries localement pour la consommation locale. Donc dans la première période, la politique a été alimenter la ville. Et donc, il y a eu une création de petites laiteries et organisation de la consommation sur l'alimentation en ville. Dans une seconde période, la consommation, enfin le potentiel de développement ayant été estimé par les politiques publiques, Ernest me corrigera si c'est pas ça, le choix stratégique de développement économique fait par l'État a été, ou la région, je ne sais pas, a été de dire on va plutôt moderniser les laiteries et viser l'exportation, mais vers un marché de pays proches, limitrophes d'Amérique latine, protégés par des accords internationaux forts. Donc, dans le premier cas, on a une demande captive en ville, des politiques publiques et une organisation de la filière pour fournir en ville. Dans le deuxième cas, on a aussi un marché relativement protégé, puisqu'il y a des accords internationaux. L'État aide à la structuration d'une profession et d'une interprofession, organise le conseil, met en place des infrastructures, bref, il y a là, clairement, un modèle sans doute de développement et un ensemble de moyens, que ce soit au niveau des politiques organisationnelles, des infrastructures, qui sont mis vers cet objectif. La troisième étape, c'est passer de quelques pays limitrophes à l'ensemble du marché mondial. Et là aussi, l'État est intervenu en libérant les prix. Et donc, dans cette course, et d'après l'équipe de l'Uruguay, dans ce bassin, il n'y a actuellement que, ou quasiment que, à 95%, des formes industrialisées. On y reviendra après si vous avez des questions. Ah oui, oui, là il y a une point d'interrogation. Vers quel avenir on va? Alors là, je ne sais pas, chacun doit avoir son avis. Mais Ernest disait que l'État commençait à dire il y a peut-être des réglementations en faveur de l'environnement qu'il faudrait prendre pour réfléchir à la durabilité de nos systèmes. Alors, ces mesures, comment mettre des réglementations pour l'environnement, quelles normes il y aura derrière et quel poids ça peut avoir sur ces dynamiques-là? On n'a pas la question aujourd'hui. Alors là, on va prendre à l'inverse, et on va prendre l'exemple du Brésil. C'est un tout petit bassin qui est perdu dans la forêt amazonienne. Alors là, il y a une publication, si vous en voulez des détails, c'est Foca Real 2007 dans la revue d'élevage et vétérinaire tropical, qui explique bien le processus que je vais retraduire en quelques mots. Dans ce bassin qui est perdu autour de la forêt amazonienne, qui aura la création d'une petite ville. Mais il y a des pionniers qui sont arrivés là et qui avaient une culture, un savoir-faire laitier parce qu'ils étaient originaires de pays où on fabriquait du lait. Et donc, dans un premier temps, quelques fromages et quelques livraisons en ville autour des fermiers. Alors j'ai mis poudre, consommation poudre. Le bassin est enclavé, mais il y a de la poudre de lait et des produits laitiers à partir de poudre qui arrivaient quand même. Donc il y a une habitude de consommation, la poudre a concouru à une habitude de consommation et elle a joué sur la demande en produits laitiers. Demande en produits laitiers qu'on saisit quelques fermiers. Puis ensuite une petite laiterie, puis ensuite des capitaux locaux et modernisation de la petite laiterie. Mais tout ça fonctionne encore actuellement autour d'un bassin captif parce qu'il est enclavé. Alors là, on a mis une question, c'est vers l'avenir. Il va peut-être y avoir un très très gros barrage, création de routes. S'il y a un désenclavement du bassin, vers quel avenir on va? Toujours à la même question. Est-ce qu'il va y avoir de l'agro-industrie qui va arriver? C'est fort probable. Mais si l'agro-industrie arrive, est-ce qu'on va changer de modèle, de développement? Mais est-ce qu'on ira forcément, comme dans le cas de l'Uruguay, vers quelque chose qui est uniquement tourné vers l'exportation industrialisée? Est-ce que la culture locale
Et le système localisé, agroalimentaire localisé qui s'est construit ici, permettra pas de créer plusieurs formes de systèmes alimentaires. Un qui serait tourné vers l'exportation et un qui serait tourné moyennant peut-être une protection du produit dont les Brésiliens parlent. Est-ce qu'on va avoir la création d'un système agroalimentaire localisé? Alors, dans ces deux bassins précédents, il y avait ou de l'industriel ou du territorial, il n'y avait pas les deux ensemble. Alors là, je vais aborder des bassins dans lesquels il y a les deux ensemble et utiliser pour cela l'histoire des trois bassins laitiers français qui, moyennant quelques différences, est relativement proche. Excusez-moi. Dans le premier carré, ici. Alors, c'est une histoire qui s'échelonne sur 60-70 ans. Dans le premier carré, ici, avant 1960, on avait des laiteries dans les villages avec, comme à Brasil Novo, une alimentation, une consommation en zone, à l'intérieur du bassin. À partir de 1960, il y a eu une politique très forte en France de développement et de modernisation de l'agriculture, avec pour le coup effectivement des modèles qui ont été proposés aux agriculteurs dans toute la France. Il y a eu aussi dans les années 70 un phénomène très très fort qui a joué extrêmement, qui a eu des influences importantes. C'est le développement de la grande consommation et le développement des supermarchés tout simplement, de la grande distribution je veux dire. Ce développement de la grande distribution a joué sur les demandes dans les zones urbaines. Ces deux facteurs, modernisation de l'agriculture et augmentation de la demande, ont eu des conséquences importantes sur le fait que les produits, sur une distanciation entre les lieux de production et les lieux de commercialisation. Et dans une deuxième période, donc, des concurrences extrêmement fortes par des entreprises industrielles. La grosse étoile, ce sont des entreprises industrielles situées hors zone. Ça pouvait être en Bretagne, par exemple, ou dans d'autres régions, enfin au niveau national, ou en bordure de bassins. Donc une concurrence entre l'ensemble des laiteries pour un même marché qui est un marché urbain, parce que dans le même temps, les zones où il y avait les petits bassins qu'on étudiait étaient en voie de dépeuplement, voire de désertification. Enfin, la demande en zone baissant tellement qu'il n'était plus possible pour les entreprises d'écouler en zone. Donc, forcément, une concurrence exacerbée sur des mêmes circuits et qui, en plus, étaient des circuits de grande distribution, ce qui veut dire volume et régularité des volumes. Alors, troisième période, les petites laiteries en zone n'ont pas pu suivre, c'était pas possible. Et donc, rachat ou association par les grosses industries rachat pas systématique mais fréquent par les grosses industries des petites laiteries en zone. Mais dans certaines zones, ce qui n'est pas représenté là-dedans parce que ça faisait trop de choses, dans certaines zones, il y avait quand même, je vais utiliser le mot de résistance, mais c'est presque ça, une envie de résistance ou tout au moins de protection du nom, du produit, même si on a des complémentarités ou des associations, protéger le produit, et notamment là, le rôle des AOP ou des indications géographiques a été très important. C'est ce dont parlait Laurence Bérard hier, parce qu'il donnait aux petites entreprises le moyen d'avoir un mot à dire. Et on en vient à une dernière période qui est actuellement. Et alors là, actuellement, la consommation a aussi énormément joué. Il y a une évolution en France, une multiplication des formes de consommation, des circuits de proximité. Alors proximité, c'est pas forcément géographique, ça peut être loin, mais c'est des circuits de niche dédiés. Et cette évolution de la consommation fait qu'il y a un redéploiement des petites entreprises
qui ne pouvaient plus fonctionner. Il y a un redéploiement des petites entreprises à l'intérieur des bassins, dans les bassins où il y a une culture technique locale et une culture locale forte, et aussi dans ceux en France où il y a une proximité avec... du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, dans les bassins en France où il y a une construction de sens territorial. Ce sont des bassins, notamment, où il y a des parcs naturels, donc une construction d'un territoire qui n'est pas uniquement lié à la laiterie, à l'agriculteur, mais un ensemble d'acteurs qui construisent ensemble, avec un ensemble de produits et d'activités, un sens au territoire. Et donc là, on a réellement, dans ces bassins, la reterritorialisation, le réancrage de nouvelles formes, la réinvention de nouvelles formes d'activité autour de petites laiteries. Il peut y avoir dans le même bassin, et donc c'est par exemple schématisé ici, il peut y avoir dans le même bassin des laiteries industrielles qui peuvent collecter dans le bassin, mais qui ont clairement d'autres circuits de commercialisation qui sont éloignés du bassin. Et ces laiteries peuvent aussi, moyennant l'augmentation de la demande des pays émergents, écouler à l'exportation. Et donc, actuellement en France et dans plusieurs autres pays, par exemple au Vietnam ou par exemple au Sénégal, on peut avoir dans un même bassin plusieurs, alors appelons pas ça modèles, mais formes de dynamique en cours, les unes autour de dynamiques de proximité, les autres autour de toutes petites laiteries et de leurs consommateurs, les autres autour de dynamiques de formes plus industrielles. Et donc, ça je vais passer pour gagner du temps, donc je vais arriver, c'est une conclusion mais sous forme de questions pour débattre avec vous. Il y a 3 points qui me semblaient importants. C'est premièrement, dans le modèle et plutôt dans la forme, c'est pas un facteur, il y a vraiment un ensemble d'interactions qui jouent pour mettre en dynamique. La culture locale, la culture du lait dont on parlait hier, et pour repartir sur quelque chose de fort par exemple. Le deuxième point qui me semble important à discuter, c'est que rien n'est joué. C'est-à-dire que vous avez vu en France, dans les années 60 et jusqu'à fin 80, seul le modèle industriel intensif était jouable. Toutes les petites laiteries n'en pouvaient plus, elles étaient en train de partir si il y a eu de la résistance dans certains endroits. Et c'est à partir et c'est là-dessus que c'est reconstruit après, que se reconstruisent aujourd'hui des formes qui ont vraiment des racines anciennes, mais qui sont perçues comme des formes d'avenir. Le troisième point renvoie justement aux complémentarités, c'était un peu la question de monsieur tout à l'heure. Alors j'ai fortement insisté sur les grosses industries qui mangent les petits, etc. Mais en même temps, dans l'exemple que je donnais, le fait qu'il y ait eu des industriels qui commercialisent notamment des AOP Pellardon hors zone, est-ce que ça n'a pas joué sur la notoriété du produit, contribué au fait que le consommateur soit un peu sensible à ça dans des circuits industriels, et cette connaissance du consommateur plus la culture locale, est-ce que les deux n'ont pas contribué à la relance de nouveaux modèles alternatifs, de nouveaux modèles plus territorialisés dans les zones? Donc effectivement, je pense qu'il y a des complémentarités assez fortes qui ne sont pas forcément celles qu'on attend quand on voit que les petites laiteries disparaissent, mais dans le temps, quand on regarde ça sur le temps long, comment ça joue? Et alors, la dernière question que je pose, parce qu'on n'a pas la réponse, c'est si on dit que c'est bien qu'il y ait tout ça dans les territoires et qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il ne faut pas que les uns mangent les autres, est-ce qu'on régule? Mais si on régule avec une régulation trop forte, comme par exemple le poids de l'État, alors je ne sais pas si c'est trop fort, peut-être que Hermès ne sera pas d'accord,
le poids de l'État en Uruguay, est-ce qu'on empêche d'autres modèles de s'exprimer? Si on laisse faire, est-ce qu'il y aura quand même un équilibre? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, je me pose la question.